des fibres optiques. Donc, je me bien faire une présentation dans laquelle... Ah voilà, ok. Okay. Voilà, c'est juste des choses que la plupart de vous connaissez bien, mais quand même il y a quelques détails que j'aimerais bien vous présenter. Moi, je vous connaissez déjà les avantages des fibres optiques, moi j'en passe parce que vous le savez tout. Aussi, le type de fibres optiques, si, vous savez toutes les fibres qui sont maintenant disponibles, y compris les fibres qui ne sont pas circulaires en cœur, mais en cœur polygonal, carré, rectangulaire, et même ce qu'on appelle maintenant les D-shape, c'est-à-dire que c'est la fibre elle est coupée juste par une surface, parce qu'il y en a qui disent que, point de vue de la déclaration de l'ouverture, elle est encore meilleure. Moi, j'ai reçu un échantillon il y a quelques semaines, et donc je vais faire des tests, mais je n'ai pas eu le temps de les faire, je ne peux pas vous présenter. Mais bon, quand même, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Bon, ça c'est juste le principe que vous connaissez tous bien, et juste à dire que l'un des couplages qu'on fait, par exemple, nous, à l'ESO, c'est toujours de faire une réduction du faisceau du télescope à la fibre. Ce n'est pas forcément F3, mais comme vous savez, la dégradation est moindre si on injecte avec faisceau assez rapide. Voilà, donc, juste c'est pour je ne sais pas si vous le savez, l'un des premiers qui ont fait des expériences sur, pas des fibres optiques, mais disons des choses qui pourraient avoir la résolution totale interne, c'est Daniel Colladon, un Suisse que 1842, il a publié un article sur la façon d'injecter la lumière sur un jet d'eau, et voilà. Et donc, comme vous savez, ça c'est vraiment classique. Il y a... merci. D'accord. Et il y a tout un tas de vidéos sur YouTube qui présentent cette manip. Voilà, donc, comme vous savez, il y a les fibres multimodes, les fibres à gradient d'indice. Et pourquoi moi je fais ça, c'est parce que... Oh, pardon. Oui, parce que je croyais que c'était les lasers, mais non. Mais... Voilà. Le laser, c'est la gâchette avec l'index. Ah, bah d'accord, ok. Et maintenant, pour revenir, s'il vous plaît. Oui. Voilà, donc j'y vais. Et pourquoi ça? Parce que on méprise toujours les fibres à gradient d'indice, mais il y a des avantages quand même. Les fibres à gradient d'indice, la transmission n'est pas trop mauvaise, elle est assez bonne. Et le seul problème, c'est que la dégradation de l'ouverture, la FRD, c'est presque une loterie, dans le sens où ça dépend énormément de la façon de le préparer, voilà. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est que le diamètre, c'est presque fixe, c'est 50 microns, 62,5, c'est pour les télécommunications. Ou il y a encore des fabricants qui les font à 100 microns. Voilà, mais c'est pas dans les... Bon. Et ce sont des fibres qui sont vraiment bon marché, mais qu'à la limite, on peut l'utiliser soit pour la calibration, soit pour des manips de démonstration. C'est pas si mal que ça. Voilà. Et autre chose que je voulais vous signaler, qui est très important et qui, surtout dans les manips, les instruments qui nécessitent une stabilité photométrique de très haute qualité, il y a l'effet que les fibres circulaires, quand on fait l'étude des fibres, on a la tendance à parler d'un plan méridional, voilà, c'est ça, dans laquelle la lumière se transmet sur ces plans-là. Or, la plupart des rayons
qui sont transmis par la fibre, ils sont ce qu'on appelle les skew rays. Voilà, c'est ça. Ce sont des rayons qui font une espèce de spirale tout au long de la fibre. Et ces rayons-là, ce sont les rayons qui sont les plus susceptibles à avoir entre guillemets, des déformations. C'est ce qui crée pas uniquement la FRD, mais aussi la stabilité photométrique, on verra un peu plus tard. Voilà, donc ici, un concept qui est très important en fibre optique, surtout pour la précision, la mesure des vitesses radiales, la précision, c'est la propagation des modes. La propagation des modes, c'est ici, par exemple, ce n'est plus le concept de transmission géométrique en rayon, mais en surface d'onde. En surface d'onde, on a une cavité ici, qui dans ce cas-là, c'est juste du plaque, et dans laquelle on envoie un front d'onde qui interfère avec lui-même après les réflexions. Et quand il y a une interférence positive, il y a cette transmission de mode qui se propague à un certain angle. Voilà. C'est pour ça que quand on regarde ici la transmission de ces rayons-là, ce n'est pas tout à fait convenable, mais on peut dire qu'il y a les différents modes qui correspondent à des angles bien précis. Mais que cet angle-là, cette transmission, elle est variable tout au long de la fibre, surtout quand on les applique des contraintes mécaniques, des bending, des torsions, etc. Voilà, donc juste pour information culturelle, c'est Charles Keough qui a gagné le prix Nobel de fibre optique, prix Nobel sur les fibres optiques, c'est surtout pour établir tous les concepts de transmission pour les télécommunications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été partagé ce prix Nobel par Boyle et Smith des États-Unis, de Bell Laboratories, qui ont été ceux qui ont inventé les CCD. C'est ça, c'est intéressant. Voilà. Et bon, ici, c'est un rappel rapide de ce qui est l'atténuation ou transmission des fibres optiques. Ça, ce sont des courbes que vous connaissez vraiment bien. Ça vient de Polymicro. Et ici, ça donne l'atténuation en fonction de la longueur d'onde. Et ici, il s'agit d'une fibre à très haute quantité de radical OH, qui en réalité, c'est un comportement similaire à l'eau. Ce sont des contaminants d'eau et qui créent ces bandes d'absorption très fortes à cette longueur d'onde. Et l'avantage de cette contamination, c'est que la transmission dans les UV est assez bonne. Voilà. Et surtout pour l'astronomie amateur, elle est plus que convenable. Et il y a aussi les fibres à très faible quantité de radical OH qui éliminent pratiquement ces pics d'absorption dans les visibles et les proches infrarouges. Il y a toujours ces pics-là à 1400, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Mais le problème, c'est que dans les visibles, elles commencent à absorber assez fort. Donc, ces fibres-là, ce sont des fibres qu'on va utiliser maintenant pour des projets comme, par exemple, il y a Moons au VLT à Paranal, ou un télescope de 4 mètres dans lequel il y aura environ 1000 fibres pour regarder et faire des statistiques d'étoiles, je ne sais pas quoi. Mais c'est juste pour dire que ce sont les fibres qui vont être utilisées jusqu'à 1,8 microns, la bande K. OK, voilà. Et autre chose aussi que je voulais vous montrer, vous savez déjà aussi la transmission interne des fibres du type FVP et un FVP de Polymicro. Et encore une fois, ça c'est la fibre typique à haute quantité de radical. Et celle-ci, elle a été traitée d'une façon, a été hydrogénée, je ne sais pas comment ça dit en français, de telle façon que ça élimine les pics. Et sur une longueur de 20 mètres, on a des transmissions qui sont vraiment, je vous dis, convenables. Encore une fois, et ici j'ai fait une fois
la mesure de la transmission des fibres à gradient d'indice sur une fibre de 42 mètres. Moi, j'ai obtenu ces courbes-là. Et quand on fait l'extrapolation à 5 mètres, on trouve qu'elles ne sont pas si mal que ça, justement. Ce sont des fibres à gradient d'indice dans lesquelles la transmission est tout à fait convenable. Et bon, comme Pierre l'a signalé avant dans sa présentation, ça c'est la dégradation de l'ouverture du faisceau, la fameuse focal rate of degradation. Et donc, comme lui il a dit, si on injecte un faisceau qui est pas trop rapide, à la sortie, il y aura toute une distribution d'énergie dans laquelle au même cône de lumière, il y aura juste à peine quelques pourcentages, qui n'est pas tout à fait vrai. Il faut dire aussi que, en principe, la fibre devrait transmettre jusqu'à ce qu'on appelle la numerical aperture, l'ouverture numérique, mais qui correspond à environ à f de 2,3 si la NA c'est de 0,22. Mais aussi, on remarque qu'il y a des faisceaux qui vont au-delà de ça. Oui? Et ça, c'est dû principalement aux effets de polissage, des défauts de polissage et aussi des structures cristallines dans la fibre. Même, il y a des faisceaux qui partent à la normale. Très peu, mais il y en a. Et là, je dis ça parce qu'après, on va voir comment ça joue ça sur la transmission totale de la fibre optique. Et maintenant, ici, c'est pour montrer d'une façon graphique que quand on injecte un faisceau avec une ouverture très très faible, F number F très grand, voilà, ici c'est un faisceau parallèle, on voit qu'à la sortie, et après un bending de la fibre, il y a déjà une dégradation. Mais cette dégradation est moindre si on injecte des faisceaux plus importants, comme on peut le voir ici. Et ce sont des simulations faites correctement. Donc, ce que je voudrais vous dire avec des ouvertures grandes pour conserver le maximum de photons, ce qui nous intéresse en astronomie. Et ici, je vous présente le principe de notre banque optique de mesures pour la mesure de la focal rate of degradation. Et donc, c'est un système vraiment simple, mais on tient compte d'avoir un très bon système d'injection. C'est un mitutoyo objectif qui a une frontale très très longue d'environ 25 mm. Donc, c'est un objectif de cette taille-là qui nous permet d'avoir des faisceaux très ouverts jusqu'à f2 ou même f,18 avec une qualité optique superbe. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise, parce que pour mesurer la transmission totale de la fibre, il faut être sûr que toute la lumière passe à l'intérieur de la fibre. Sinon, on a des problèmes de mesure de la transmission totale de la fibre. Voilà. Et donc, avec ce système de beam splitter, on peut regarder par réflexion sur la surface de la fibre et que le faisceau, oui, c'est ça, le spot produit par le pinhole, il est bien à l'intérieur de la fibre. Voilà, ici c'est la photo du setup, et donc encore une fois, on a ici tous les éléments. Et ici, on peut voir une fibre c'est une fibre grande, ça il faut dire que oui, c'est une fibre de 100 microns de diamètre. Et ici, on a mis un pinhole qui c'est un iris diaphragme pour réguler la taille du faisceau. Mais comme vous pouvez voir ici, la qualité optique du spot est assez convenable pour faire des manips intéressantes. Voilà. Ici, on a une fibre octagonale de céramoptèque de 67 microns. 67, c'est un nombre qui a été choisi par Harps, cet spectrographe à la Silla, qui est l'étoile maintenant à la Silla parce qu'il a découvert pas mal d'exoplanètes. Et cette fibre-là, elle a une
dégradation de l'ouverture assez faible. Ici, pour montrer un exemple, par exemple, ici, c'est le profil d'un spot qui est projeté par exemple, à l'entrée, par exemple, ici, en vert, en F8, et à la sortie, on a mis, c'est-à-dire, pas à la sortie, par software, on a mis ici ce qui serait l'équivalent de d'un iris ou d'un diaphragme qui est ouvert à F8. Donc la perte d'énergie, c'est à l'extérieur de cette ouverture. Et comme vous pouvez voir, elle se conserve assez bien. Surtout à des ouvertures de l'ordre de F2.5, F3, et juste il y a une petite perte par rapport à toute la surface de la fibre. Voilà. Maintenant, moi je voulais vous présenter les problèmes de projection du faisceau à la sortie de la fibre, ce qu'on appelle le champ lointain, et de voir comment ça évolue en fonction de certains paramètres. Ici, par exemple, on l'a fait en fonction de la taille du spot, la taille comment ça se dit en français, spot? Oui, voilà, et voilà, qui est de 20 microns. C'est une fibre de 150. C'est la fibre qu'on va utiliser pour Formost, qui est en train de se préparer à Meudon à propos. Voilà. Donc, ici, on a injecté ces spots au centre de la fibre, et vous regardez ici que le champ lointain, il est vraiment, il n'est pas du tout uniforme. Ça présente une structure qui est assez particulière à cause de ce que je vous parlais de la dégradation des skew rays, et qui donne une espèce de distribution azimutale pas très uniforme. Au moment qu'on commence à augmenter la taille du spot, on commence à smooth, non? À mettre lisser, voilà, c'est ça, merci. Et donc, voilà, et ici, à la fin, qu'est-ce que j'avais mis ici? Ah oui, ici, c'est quand le spot, il est déplacé par rapport au centre, et aussi, on a une dégradation de la distribution photométrique assez importante. Et ici, on a le même pattern, la même disons le champ lointain sur une fibre de 67 microns octagonale. Et comme vous pouvez voir, il conserve un peu la structure, voilà, c'est ça, géométrique, oui. Voilà, c'est ça, c'est bien simple. La fibre à la sortie, carrément, elle est projetée sur la CCD. Et moi, j'ai une CCD de 24 microns, donc assez large pour... voilà, c'est ça, c'est ça. À 32, parce qu'il faut mesurer parfaitement, 32, etc., millimètres, 32 mm par rapport à une flanche. Moi, j'ai une flanche dans laquelle j'approche la fibre avec un micromètre, et moi, je suis sûr que je suis à moins de 50 microns de précision par rapport à la distance au CCD. Voilà. Donc, pardon? C'est ici, voilà, ça c'est le micromètre, et moi ici j'ai ma surface dans laquelle je m'approche, et je sais, parce que j'ai en vue du haut, ici j'ai une petite caméra qui regarde la position de la fibre par rapport à la flanche. Et là, c'est un trou à l'intérieur, c'est ici. Donc, j'approche la fibre jusqu'à ce qu'elle est là. Et après, il y a tout un couvercle ici pour éviter la lumière parasite. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. OK. Voilà. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est comment le champ lointain, il est
visualiser, disons, si on a une obstruction centrale. C'est possible une obstruction centrale, donc on a ça. Et là, on a fait une déformation assez sévère sur la fibre pour montrer la dégradation de l'anneau. Et on voit qu'on commence à remplir l'obstruction centrale. Voilà, c'est juste démonstratif. C'est vraiment c'est comme si tu avais la pupille du télescope. Exactement, exactement. Le trou Tout à fait. l'image du télescope sur la fibre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important, oui, c'est important parce qu'il y a des spectrographes qui, justement, ils ont besoin de cette obstruction centrale parce qu'il y a des fois la caméra qui est au centre du champ. Voilà, à la sortie du spectrographe, et avec un doigt. Et donc, il demande des fois de voir quelle est la dégradation de l'énergie, etc., si on tient compte de cette obstruction centrale. Voilà. Bon, ici c'est encore une fois l'étude du champ proche, c'est-à-dire la projection de la sortie de la fibre sur la CCD. Et c'est la même chose, principe que celui-là, sauf que à la sortie, j'utilise encore un objectif, un deuxième objectif pour projeter la fibre sur la CCD avec une très bonne qualité. Et voilà, donc j'obtiens ces figures-là. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est voir l'évolution de la distribution de lumière à la sortie de la fibre. Et quand on éclaire une fibre de 150 microns, encore une fois, la fibre de Formost, qui a une longueur très courte, 50 cm, et on injecte un faisceau de 2,5, et le spot va de 20 microns, 100 et 160. Et justement, ici, vous voyez comment il y a une espèce de conservation, une espèce de mémoire du spot qui est injecté à l'entrée de la fibre, et on les voit aussi à la sortie. C'est juste pour dire qu'une fibre optique, ce n'est pas un élément qui fait le scrambling parfait. Ça, c'est pas du tout. Voilà. Surtout si c'est une fibre très courte. Oui. Bon, c'était juste un peu démonstratif. Et encore une fois qu'on commence à augmenter le spot projeté sur la fibre, elle s'adoucit, cette distribution. Pour cette maligne, la fibre, elle est maintenue dans une position rectiligne ou elle a... Justement, voilà. C'est une fibre de 50 cm, encore une fois, ici. Voilà, donc la fibre, je ne sais pas si vous la voyez ici. Moi, je travaille beaucoup avec des fibres nues parce que c'est d'abord soi-disant la réponse impulsionnelle de la fibre, et après on fait les câblages, etc. On remesure la FRD. Voilà, parce qu'il y a toujours une influence énorme de la façon de comment on prépare la fibre quand elle est câblée. Donc ici, il y a une espèce de bending qui est comme ça, sous 50 cm, c'est comme ça. Donc c'est assez doux. Donc les régions de courbure de la fibre de l'ordre de 5 cm. Oui. Ce que tu montres là est avec une LED en fait au niveau de la source. Si, voilà. Si tu avais un laser en fait, ou que tu travailles avec un filtre très étroit, ou ce que l'on peut voir, je crois qu'on voit des phénomènes de Spiegel. Oui, je veux. Tu vas en parler derrière. Oui, voilà. Je vais montrer un peu plus tard ça. Exactement ça. Oui. C'est un vrai souci. Oui, non, et c'est un souci en fonction de l'application. Voilà, vous savez ça. Oui. Voilà. Donc, oui, autre chose aussi, ce sont les fibres, comme la fibre octagonale. Non, ici, pas ici. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est là, c'est que, oui, voilà, le spot, il était exactement au milieu, ici, au milieu. Et alors, donc, ce qui est fabuleux pour moi, ça me plaît toujours, c'est que c'est toujours l'image de la fibre, mais on voit une structure à symétrie azimutale, oui, là, qui se conserve. C'est un peu comme la mémoire de la position des spots à l'intérieur de la fibre, mais qui donne une distribution azimutale très uniforme. Et ici, le spot, c'est juste ici à la fin.
Ces deux points-là, et c'est, encore une fois, oui, voilà, c'est la réflexion par ces surfaces-là. C'est celle-ci et celle-ci de la lumière qui vient ici, que ça revient, et pac, et là, ça vient par là, et pac, voilà, ok? C'est juste fantôme, hein, voilà. Il ne participe pas à la contribution de lumière à l'intérieur de la fibre. Voilà. Ça, c'est une fibre rectangulaire de céramoptèque de 150 par 300 microns de côté, 10 mètres. Et ce qui est magnifique de ces fibres-là, c'est l'uniformité de champ proche. Ouais, vous voyez, c'est vraiment superbe. Ça, c'est quelque chose qui... il y a des applications où on utilise justement ces propriétés d'uniformité de lumière photométrique. Et les phares fils aussi. Les phares fils, c'est aussi assez plat. Oui. L'ouverture numérique est la même Oui, l'ouverture numérique, c'est de l'ordre de F3. Je ne me rappelle plus, mais moi, j'utilise toujours des ouvertures très grandes, justement pour éviter problème qui pourraient être dus à des faibles ouvertures. Okay. Juste une question là. Oui. Vos graphes là, vous les avez fait avec Maxime Guerre en fait? Oui, Maxime, oui, c'est classique. Maxime, c'est vraiment un programme qui est, pour nous, hein, pour vous, tu vois bien, un peu cher, mais bon, c'était payé par les SOC, mais bon. Voilà, donc, voilà, ça c'est la fibre céramoptèque. Non, pardon, ici je me suis trompé, je suis désolé. C'est une fibre polymicron et dans laquelle les arêtes, comment ça, oui, c'est ça, non, les cerches, ils ne sont pas tout à fait bien définis, ils sont un peu arrondis. Oui, dans les angles, voilà, c'est ça. C'est polymicron, hein? Et ça, c'est une fibre qui va être utilisée Guerreskin pour Hermès, qui essaye de changer la fibre. Et donc, encore une fois, le champ proche, il est vraiment bon aussi. Les champs lointains, il est aussi très propre. J'ai oublié de mettre le profil, mais aussi quand le spot est de 50, vous pouvez voir aussi qu'il est beaucoup plus adouci. Donc la fibre octagonale, ça aide à avoir un meilleur scrambling. Voilà. Maintenant, le résultat de FRD. Ici, c'est une fibre de 50 microns et 15 mètres de longueur, qui a été mise dans une boîte pour les transports. Ce n'est pas tout à fait un spool, un loop, non? C'est la fibre, on la met pour éviter, après que la fibre se casse, on la met dans une condition pas trop restreinte mécaniquement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est surtout d'abord cette courbe-là. Et ici, c'est la transmission absolue de la fibre. Et ici, vous voyez que quand on injecte, ici, l'injection, c'est à F3. Hein, on injecte à F3. Donc, ici, on voit que la fibre de 3 mètres, il arrive presque à 90% et pas à 92%. Parce que quand on injecte F3 et on regarde tout à la sortie, voilà. Donc ça devrait être 92 si la fibre est idéale. Mais justement, ici on voit des défauts qui sont dus au polissage, aussi à l'intérieur de la fibre, qu'il y a des régions qui sortent. Parce que vous voyez, quand vous mettez un laser, il y a toujours la lumière qui apparaît sur toute la fibre. Bon, une partie de cette énergie quitte la fibre qui n'arrive pas à la sortie. Et quand on augmente la longueur de la fibre, vous voyez que cet écart est encore plus important. Donc il faut faire vraiment attention, surtout au fait que quand on fait des mesures relatives comme celle-ci, on dit « Ah, c'est superbe, voilà ». Mais quand on tient compte de ça, il faut faire attention. On ne peut pas dire, à partir de là, c'est juste multiplier par 0,92 et on obtient la transmission totale.
c'est pas tout à fait vrai. Il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, ici, c'est la fibre octagonale des polymicros. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que... non, pardon. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la transmission totale dépend un peu, ou beaucoup, de l'ouverture à l'entrée de la fibre. D'accord? Et ça, c'est un peu normal, parce que c'est clair, si vous travaillez avec un faisceau ouvert comme ça, il y aura des régions qui vont être au-delà de la réflexion totale interne, ils vont sortir avant. Voilà, c'est ça. Alors que si on a un faisceau qui est très peu ouvert, toutes les rayons se baladent à l'intérieur de la fibre sans perte. Voilà. Et là, je ne l'ai pas mis ici, mais il y avait une fibre infrarouge, de Fiber Infrared en Canada, et cette valeur-là, elle était tellement grande qu'on arrivait presque de 60 à 80%. C'était impressionnant de voir la dépendance de la efficacité totale de la fibre en fonction de l'ouverture du... Il y a un compromis quand même entre une ouverture élevée qui fait perdre du FRD, mais en même temps qui ne fait pas de la transmission. Est-ce que ça ne s'équilibre pas? Quel est le meilleur compromis? Voilà. Donc, ce qu'a fait Sheilak, en théorie, c'est bon. Voilà. Ce qu'a fait Sheilak, c'est ça. Et ici, il y a quelqu'un, non? Voilà. Ok, voilà. Non, non, c'est pas une critique, c'est juste pour montrer que là, vous travaillez à F6 et vous récupérez à F5. Donc, l'idée, elle est très bonne. Mais oui, ici, vous avez une certaine transmission et vous récupérez pas mal d'énergie. Ça, c'est bon. Le seul problème, c'est que peut-être il y a des contraintes mécaniques qui ne sont pas tout à fait de cette allure. Parce que ça, ce sont des fibres libres. Voilà, c'est ça. Donc, et en plus, ce sont des fibres nues. Mais au moment qu'on les met dans un câble, etc., ces courbes-là, ils se cassent. Voilà. Voilà. Ici, c'est la même en relative. Encore une fois, pour montrer qu'on obtient des valeurs très importantes, mais que la réalité, c'est une autre. Là, pareil, sur votre site, le site du Chaos, oui. Ces mesures-là, pour des fibres droites, et je repose la question tout à l'heure, pour des fibres maintenues droites ou des fibres qui sont courbées, pour ce graphe-là, les courbes sont droites? Non, jamais. Ce sont nous, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir des régions plus grandes, des régions de courbure plus grandes au moins 10 cm. Donc 20 cm de diamètre. Voilà. Au moins. Oui. Je vais vous montrer un résultat. Voilà. Ça, c'est la FRD d'une fibre que j'ai pris pour télécommunication. Directement, et on a fait la mesure des FRD. Relative, hein, parce que, enfin, voilà. Mais c'est pas si mal que ça. Mais quand même, c'est vraiment, ça change énormément d'une fibre à l'autre. Voilà. Et là, c'est justement cet effet-là. Ici, c'est une fibre de 200 microns. Ouais, 200 microns, c'est énorme. Et en plus la fibre est grande, mieux elle est fabriquée, c'est-à-dire il y a moins de défauts. Donc, la FRD est vraiment très faible. Ici, on obtient des valeurs assez intéressantes, par exemple à F8. Mais au moment, et ça c'est la fibre de 10 mètres, encore une fois, moi sur la table optique, j'ai fait des loupes de cette taille-là, donc ça fait 50 cm de diamètre. Et après, j'ai fait construire à l'atelier mécanique une espèce de loupe qui suit une forme comme ça. D'accord? Donc, avoir des régions de courbure de 15 mm de régions. Voilà. Donc, et à ce moment-là, on voit comment l'efficacité totale tombe de ici 75% à 45%. Et c'est peut-être ça ce qui se passe, justement, voilà, sur les fibres de Sheilak.
Parce que il y a 2 semaines, j'étais en Suisse pour la même chose que vous faites, mais des astronomes allemands et suisses. Et justement, il disait que l'un des problèmes des fibres de Shellac, c'était ça, l'efficacité. Que c'était aussi, ça changeait beaucoup d'une fibre à l'autre. Bon, voilà. Ça, c'est une question importante. De faire des mesures en laboratoire sur une fibre, c'est autre chose. Après, d'avoir un processus industriel qui fait de la réalité, c'est Voilà, c'est, voilà. Oui, oui, ok. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Et, bon, ça, vous le savez parfaitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, travailler à une autre ouverture. Mais si on fait ça, on réduit la résolution du spectrographe. Et donc, il faut réduire l'ouverture des faisceaux. Bon, ça, c'est évident. Bon, ici, c'était une autre présentation. Vous le savez, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, maintenant, les modes d'injection dans une fibre optique, on peut se faire de plusieurs manières, mais il y a 2 principes. D'abord, pour une fibre optique, le meilleur modèle, c'est que la pupille se trouve à l'infini. Voilà. Donc, c'est un élément optique dans lequel la pupille est à l'infini. Alors, donc, on peut soit faire la projection de la pupille du télescope sur la fibre quand on met la fibre au plan focal image de la lentille, et dans ce cas-là, il faut que l'étoile soit au plan focal ici de l'objet de la lentille. Pourquoi? Parce que si vous déplacez celle-ci sur la fibre, etc., vous n'aurez pas ici les principes de télécentricité, c'est-à-dire que tous les rayons ils vont être parallèles entre eux par rapport à la pupille qui vient de l'infini. Parce qu'ici, la pupille elle est à l'infini par rapport à la fibre qui est très petite, donc elle est imagée là. Ça, c'est une condition. Sinon, il faut faire la projection de l'étoile directement sur la fibre, mais avec un système télécentrique. C'est-à-dire, on a 2 lentilles qui ont des focales différents, et les rapports de taille et aussi d'ouverture et les rapports des focales des lentilles, et on fait l'arrangement de telle façon que les plans focaux communs entre la première et la deuxième lentille soient ici au milieu, qui soient les 2 confondus, de telle façon que la pupille se trouve ici, et après la pupille par rapport à la fibre se trouve à l'infini. Voilà, ça c'est une condition qui n'est pas tout à fait nécessaire, surtout en astronomie amateur, mais nous, disons, à niveau professionnel, il faut faire le maximum pour avoir le maximum de lumière à l'intérieur du spectrographe. Alors, ces lentilles-là, il y en a qui sont construites plans convexes. Ce sont des lentilles qu'on appelle road lens. Sont longues environ 3 mm, 4 mm, et de 2 mm d'épaisseur, en fonction des rayons, etc. Mais pour les amateurs, moi, ce que j'utilise et ce que je conseille d'utiliser, ce sont des lentilles à gradient d'indice qui sont relativement bon marché. Ils coûtent 25, mais malheureusement, 25 €. Mais parce qu'il y a une boîte en Allemagne qui s'appelle GreenTech et qui ont tout un catalogue de lentilles Green Lens et qui, quand on les commande, il faut commander au moins 10 lentilles. Donc, en fin de compte, ça coûte 250 la lentille. Oui, mais bon. Enfin, mais voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on avait dit, l'injection, on peut utiliser une fibre de telle façon, une seule, pour projeter la pupille ici sur la fibre, on la colle, voilà. Ou sinon, on utilise 2 lentilles de focales différentes, à gradient d'indice, pour faire le rapport des focales et des ouvertures du télescope à la fibre. Voilà. Donc ici, c'est un exemple au laboratoire de comment est-ce qu'on a collé les fibres sur la ferrule de la
de la fibre. Ici, il y a l'ensemble des deux lentilles. Ici, vous pouvez voir, parce qu'il y a un laser qui est par derrière et qui éclaire ici l'interface. Voilà. Donc, maintenant, les problèmes d'injection dans la fibre, la bonnette. Oui, la bonnette, voilà. Donc, les idées, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a le classique, ça sort. La fibre, elle est pas mal. On a déjà fait un test et ça marche bien parce qu'il faut déplacer l'ensemble. Ça, on l'a fait une fois, ça marche vraiment bien. Et ça marche. On commence d'abord par faire l'image ici et après on donne mécaniquement déplacer l'image de l'étoile juste ici et ça marche bien. Mais c'est pas trop facile à faire. Voilà, classique aussi d'une lentille. Il y a une lentille simple. C'est pas la meilleure solution, mais voilà, ou sinon à deux lentilles, comme on l'avait dit. Ici, on utilise déjà un réducteur de focale à l'entrée avant d'injecter à la fibre directement. Et ici, il y a le principe des sardines, qui est celui-là, et la même. Parce que ici, l'avantage de celui-là, c'est que on n'a pas besoin que la ferrule soit métallique, elle peut être en céramique, donc il faut mettre ça, ou sinon un système. On se complique la vie, enfin, il y a celui-là par exemple qui est pas trop mal, parce que le problème pour trouver un miroir avec aluminisé avec un trou inférieur à 100 microns, c'est pas évident. Donc, si on fait l'inverse, c'est plus simple. Donc ici, on utilise une lame de microscope, par exemple. Vous voyez, c'est toujours le couvre-objet. Et on met devant un petit pinole du diamètre souhaité, etc. Donc, on aluminise, après on l'enlève et ça reste ici par réflexion. Donc, c'est l'inverse le pinhole, non? C'est exactement l'inverse. Et ça marche bien, c'est vraiment bien. Celle-ci, on a fait une fois, c'est aussi un conseil à vous donner, c'est que dans le temps, on a aussi fait sur une petite plaquette, on a collé une fibre par derrière sur un oculaire de microscope. Voilà, c'était bien, ça marchait bien, sauf que la colle voilà, et là, quand on regarde la fibre avec la caméra ici web, avec un objectif, c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est que ce principe-là, il a été breveté par un Allemand. Voilà. Et quelques années plus tard. C'est pour ça que si vous avez une idée, il faut la publier tout de suite. Non mais c'est vrai. Parce que sinon, il y a des autres qui... Après, il faut payer votre idée à quelqu'un d'autre. Bon. Autre chose aussi, c'est que... il y a cette idée qui marche aussi bien, c'est de faire un bundle de fibres dans laquelle la fibre qui vous intéresse, c'est juste au milieu. Et ça, ce principe-là, ça marche bien parce que ici, pour l'instrument Flames à Paranal, au VLT, ce sont 140 fibres qui sont dans le champ. Et pour centrer le champ en position, en rotation, etc., sur les plans focaux du télescope, on utilise 4 faisceaux à fibres qui sont répartis par rapport aux étoiles de référence. On les tourne et justement, il y a un algorithme qui donne la position de l'étoile, etc. Donc ça marche bien. Et on peut utiliser la fibre centrale pour l'amener au spectrographe. Bon, c'est une idée. Attention, oui. Sinon, aussi, il y a la même chose qu'ici, parce qu'ici, c'est difficile. Mais si on met on colle la fibre au bout d'une petite lamelle, oui, on peut toujours avoir les mêmes principes. Et ça marche aussi, ça marche. Mais la réalisation, le collage, c'est un peu difficile. Voilà. OK. Voilà, donc, oui.
Autre chose aussi, c'est ce que on peut couper, comment est-ce qu'on dit en français? Oui, voilà. Et voilà, c'est ça. De telle façon que sur un connecteur normal, on peut mettre les pinoles juste en face de la fibre. Voilà. Mais sinon, autre chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le polissage complet de la fibre et la ferrure qui pourrait être métallique, pourrait être réflective, mais il faut tenir compte de l'effet que maintenant l'axe de la fibre il n'est pas tout à fait parallèle à l'entrée du faisceau. Il faut tenir compte de cette déviation additionnelle. Voilà. Sinon, parce que sinon, vous créez de la FRD additionnelle. Voilà. Si on les met parallèles. Donc, il faut incliner un petit peu la fibre. Voilà. Voilà. Ici, c'est juste pour dire qu'il faut tenir compte aussi du seeing en fonction du diamètre de la fibre, etc. Vous savez que si le seeing égalise la full width max, non, pardon, les full, comment s'appelle ça oui, c'est ça, à mi-hauteur. Oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. Égalise le diamètre de la fibre. Si les signes et ces valeurs-là, on a 50% du flux qui passe par la fibre. Ça, c'est la référence. Non? Si vous avez une fibre qui est ouverte à 1 seconde d'arc sur le ciel et le signe est d'un second d'arc, il y a 50% du flux qui passe. Et l'autre, voilà, perdu. C'est pour ça qu'il faut ouvrir toujours la fibre un peu plus, etc. Bon, ça c'est tout. Maintenant, le problème de résolution qui a été mentionné par Pierre, c'est toujours le problème de résolution par rapport à la configuration de litro du spectrographe. Ici, quand on travaille en litro, la résolution, c'est en fonction de l'angle d'attaque sur le réseau, qui peut être n'importe quel réseau, ou en particulier en échelle. Voilà. Et il y a le facteur C qui est donné soit par les astronomes, ça c'est ce que lui il aussi mentionné ça, c'est l'équation de l'astronome ou l'équation de l'ingénieur. Voilà. Donc, c'est juste pour dire comment on fait pour augmenter la résolution. Bon, c'est bien facile. Soit diminuer la taille de la fibre, soit augmenter la focale du collimateur. Bien sûr, c'est facile à dire, etc., etc. Voilà. Sinon, il faut utiliser un image slicer. Voilà. Donc, ici, c'est juste dire quelques mots sur les image slicers. Ici, vous connaissez le principe de l'image slicer de Bowen-Walraven, qui consiste à avoir une lamelle, voilà, d'abord dans laquelle, si on injecte ici un faisceau parallèle, et ce faisceau-là, par réflexion totale interne, il se déplace de cette manière-là. Mais si par derrière, voilà, c'est ça, c'est une plate à 45 degrés. Si par derrière on met un prisme de telle façon qu'on coupe le prisme et qu'on colle la lamelle, la première partie de la coupe, comment est-ce qu'on dit, de le spot, il va passer directement. Voilà. Ça passe ici, en bas, parce qu'il voit que le vert. Mais comme c'est ici de l'air, il y a une réflexion totale. Et après, ça continue comme ça. Voilà. Ça, c'est difficile à faire parce qu'il faut que cette edge soit vraiment affûté, voilà, qui soit vraiment de très bonne qualité. Bon, il y a une idée, voilà, et c'est ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent, c'est de ne plus utiliser les prismes de cette taille-là un peu tordu, un peu compliqué, d'utiliser un prisme normal et sur la lamelle, mettre du aluminium, voilà, aluminisé, voilà. Et comme ça va revenir beaucoup moins cher. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, et voir si ça marche. Voilà, ici, c'est le principe Bowen-Walraven, mais avec des miroirs qui marchent assez bien. On a fait des tests, et ici, vous pouvez voir
la coupe, c'est de très bonne qualité. C'est une fibre de 67 microns de diamètre octagonal. Voilà, donc, et ici, on voit le spectre d'un thorium-argon. La dispersion est dans ce sens-là, et c'est 3 ordres. Mais juste pour vous montrer que c'était pas si mal que ça. Voilà. Et là, c'est... voilà, ici c'est la façon comment elle a été construite, cette image laser avec le deux miroirs. Ici, on contrôle la qualité, etc. Enfin, et la fibre vient ici derrière. Il y a une petite lentille qui fait la projection de la fibre sur l'image laser. Et il y a aussi cette idée de faire un image laser avec des lames à face plane parallèle dans laquelle on les tilte un petit peu, de telle façon que la première partie de la coupe ici se transmet avec un décalage, un shift latéral, et l'autre dans le sens opposé. Donc voilà, vous voyez qu'il y a ça. Et les Allemands, il y a une équipe qui a fait la même chose, mais juste une lamelle. Voilà, donc il incline comme ça. Il y a l'autre qui passe direct, mais... Et le problème, c'est qu'il y a un décalage, un défocusing entre les deux images. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave parce que l'ouverture vers le collimateur est assez faible, donc la défocalisation n'est pas trop gênante. Avec le système des Allemands, c'est quoi? C'est un verre qui joue sur la polarisation. Biréfringent, c'est ça? Biréfringent. Ah non, 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 ici, non, ici c'est une... Ah non, oui, ici c'est juste pour montrer que... attendez, je peux? Voilà, donc vous avez une lame ici qui passe comme ça. Ici, il y a le faisceau qui arrive comme ça. Voilà, et la moitié passe par là et la moitié sort de ce côté-là. Maintenant, si vous le tiltez comme ça, voilà, il y a un déplacement d'une moitié vers les bas. Et l'autre, elle est conservée. Donc, si vous faites comme ça, vous pouvez séparer les deux. Mais ce n'est pas la biréfringence, rien du tout. C'est juste une lame à face plane et parallèle. C'est comme pour la petite bonne de sardine, un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut que la lame C'est soit ça. relativement mince. Enfin, relativement mince. L'épaisseur de la lame. Oui. L'effet de cache. Exactement, voilà, c'est un compromis parce que s'il est très mince, il faut que l'angle soit, il est très important. Voilà, et donc ça crée beaucoup d'aberrations, c'est l'astigmatisme. Et c'est épais. Pas bon non plus parce que ça doit couper il y a du vignettage. Exactement, c'est ça. C'est quoi l'ordre de grandeur à peu près de la perte de flux qu'on peut avoir avec un slide? Voilà, parfait, j'ai oublié ça, merci beaucoup. C'est ici, sur celui-là, oui. La première tranche, ici, comme vous voyez, la première, elle passe, donc 100%, la première. La deuxième, elle va subir deux réflexions. D'abord, par les premiers miroirs M1 et après le deuxième M2. Voilà, et ça passe après. Voilà, donc il y a deux réflexions. Nous, on a fait des tests avec l'aluminium qu'on a fait aluminiser une plaque de couvre-objet, de microscope, etc. Et on arrive à une efficacité totale de 80%, avec l'aluminium. Mais chez Key Optics, on a acheté des miroirs en silver, argent, voilà, c'est ça, et qui étaient protégés. Et là, on est arrivé jusqu'à 95%. Voilà. Mais, il y a un gros mais avec les miroirs voilà. Que même si c'est protégé, il finit par se rouiller. Et alors, non, l'or, c'est parfait, mais c'est à partir de combien 500, non, par là. Et on ne peut pas réfléchir dans les bleus. Les bleus, et voilà. C'est ça le dommage. J'ai les miroirs dichroïques, enfin, des mirrors
miroir amélioré quand même. Oui. Mais c'est plus cher. Voilà, justement. C'est pour ça qu'on essaye de faire ça avec l'aluminium. On va voir. L'argent, mais il faut les coller de suite parce que sinon ça s'oxyde et on peut oublier. Enfin, mais vous voyez le problème, non? Voilà. Ok. Maintenant, l'effet qui était encore une fois mentionné par Pierre tout à l'heure, et le problème, non pas le problème, disons l'augmentation de la résolution du spectrographe par l'effet qu'on utilise une fibre ronde à la place d'une slit, voilà, une slit, une fente longue. Et ici, c'est l'exemple, je mets ici comme exemple classique, c'est UBS, qui, l'un des modes d'observation, travaille avec une fibre optique et qui arrive à 47 000 de résolution, alors que si on utilise la même fente au même diamètre, on arrive à 41 000 de résolution, 47 000. C'est 20%. Voilà. Donc, comment expliquer ça? Bon, on a essayé de faire des modèles. Un modèle, c'est celui-là, c'est que quand ici, on a la distribution d'énergie sur le CCD, la Point Spread Function, et quand on fait ajouter le flux, quand on fait un binning transversal, ça c'est la dispersion, et on peut avoir la full width maximum en fonction de ça, et on trouve que les samplings, s'il est trop faible, la gaussienne qui est associée à la point spread function n'est pas tout à fait une fonction circulaire, etc. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir un modèle précis. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si la qualité d'image du spectrographe est assez bonne, on a une augmentation de la résolution d'environ 20% par rapport à une fente normale. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Bon, maintenant, sur le problème de défaut, non, pardon, ici, non, disons pour la mesure des vitesses radiales, ce qu'il faut faire pour avoir une bonne mesure, c'est la suivante. C'est que ici, c'est HARPS, c'est l'instrument HARPS à la silla qui est suivi. Bonjour, bonjour. Voilà. Donc, vous savez que cette échelle, elle fait environ 25 cm de largeur. Non, oui, c'est ça, non? La largeur. Et ça fait 75 de longueur. Et c'est fait par, comment est-ce qu'on dit, tamponnage? Oui, plaque. Oui, c'est ça. C'est sur les substrats. Vous voyez, le substrat, c'est un céreux c'est celui-là, céreux dur, d'environ 15 cm d'épaisseur, céreux dur. Et on met la résine, et par-dessus, il y a le master qui vient, qui fait plaque, et qui fait plaque. Mais il faut le faire d'une certaine... il faut faire attention, voilà. Et on en parlera plus tard pour faire la même chose avec des shells bon marché qu'on peut peut-être coller de la même façon. Voilà. Je vois vous. Bon, d'accord. Donc, maintenant, ici, donner un ordre de grandeur de la précision en vitesse radiale. Si on essaye d'avoir 1 mètre par seconde, et ça veut dire que la résolution doit être de 1 milli... Voilà, c'est à vous de vous dire. Ça veut dire que ça bouge de 15 nanomètres sur le détecteur, c'est-à-dire environ 1 millième de pixels. Les pixels de HARPS, c'est de 13 microns. Donc, voilà. Et pour cela, s'il y a un problème de pression et de température, c'est que si on a la même valeur d'1 mètre par seconde, il faut au moins que l'appareil soit à 1 centième de Kelvin ou 1 centième de millibar
Bon, celle-là, c'est facile à se débarrasser. Voilà, en vide. Voilà. Pour nous, non. Voilà. Et la température des harps, c'est de 1 millième de degré, mais pas absolu, hein, c'est relative, parce que absolu, c'est autre chose. C'est différentiel. Et il s'arrive, et c'est ce qu'on va faire avec Espresso, la 12e génération de harps, d'avoir tout l'instrument stabilisé à 1 millième de Kelvin. Relatif, encore une fois. Moi, il faut faire attention à ça. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu de... le problème, c'est que... Oui, voilà. Bon. Et la stabilité photométrique de la fibre, on a déjà parlé. Le problème de la position de l'étoile par rapport à la fibre, ça donne des variations sur la pupille du spectrographe. Et cette variation photométrique sur la pupille du spectrographe, ça fait changer la forme de la point spread function, la fonction de l'appareil, ce qui fait que le centre de gravité de cette PSF se déforme, donc le centre de gravité va se déplacer et ça va donner une erreur sur la mesure de vitesse radiale. Voilà. Donc, c'est ça. Ici, si l'étoile se déplace par défaut de guidage, tout ce que vous voulez, la point spread function se déplace avec une certaine quantité latéralement, donc ça fait une erreur, voilà. Et la façon de faire un essai d'améliorer ça, c'est de faire l'échange de near field à far field, c'est-à-dire des champs proches à champs lointains. Voilà. Donc, pour cela, le principe c'est le suivant, c'est que comme la pupille pour une fibre se trouve à l'infini, si on met une lentille de telle façon que son plan focal objet est sur la fibre, la pupille, comme est à l'infini, va se positionner au plan focal image de la lentille. Et c'est là où on met la fibre. Voilà, la 12e fibre. On coupe une fibre, on la met comme ça, et on change la pupille ici à l'objet ici, et vice-versa. Ici, la surface de la première fibre, elle va devenir la pupille sur la 12e. Et comme ça, on arrive à se débarrasser de ce problème de... pas débarrasser, on le réduit, voilà. Okay. Et ici, c'est un exemple. En réalité, on le fait avec deux lentilles. Ça, c'est la façon comment a été fait pour harps. C'est presque 300 mm, c'est comme ça. Et voilà, donc il faut des optiques... comment est-ce qu'on dit en français? Chiadé. Oui. Voilà. Et qui a été fait par... c'est une boîte française, c'est Tofico qui a fait les lentilles. Ça a coûté vraiment, comme on dit en français, la peau des fesses. Voilà, c'est ça. Parce que ça a coûté, bon, etc. À l'époque, c'était les premiers, de l'ordre de 50 000 euros. Oui, parce qu'il fallait faire une précision, mais bon, les Suisses, ils savaient l'argent à l'époque, et voilà. Voilà. Donc, maintenant, voilà. Désolé, mais bon. Voilà. Donc, ici, c'est la façon comme les modes se transmettent dans une fibre. Je n'ai pas mis la fibre monomodale, single mode, parce que c'est évident. Et quand on l'éclaire, à la sortie, en champ lointain, on observe juste une tache uniforme qui, dans ce cas-là, c'est une quasi-gaussienne. Ça, c'est la distribution angulaire d'énergie. Mais si on utilise une fibre de 10 microns de diamètre, éclairée par un laser normal 632, etc., on obtient ici 3 modes. De telle façon que si on bouge la fibre, on voit comment ces modes-là se baladent. Voilà. Si la fibre de 25 microns, on voit une dizaine de modes. Mais par contre, si la fibre de 500, voilà,
on voit beaucoup de modes. Maintenant, cette pattern, cette distribution ici, c'est l'interférométrie, c'est juste l'effet de Newton sur la surface de la CCD. Pas la surface, la fenêtre de la CCD. C'est ça ce qui fait. Parce que si on déplace un peu, ça déplace les patterns. Ça n'a rien à voir avec les modes, ni les speckles, ni rien de tout. C'est juste l'interférométrie pure. Voilà. Donc si on a une fibre qui éclaire, on fait la projection de la sortie de la fibre, sur la fente d'un spectrographe, oui, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est ça. C'est que ici, on a la fente, ici, c'est la projection de la fibre, d'accord? Et donc, on sélectionne une certaine région de la fibre. Et quand on fait bouger la fibre, parce qu'il y a le mouvement du télescope, etc., ça change cette structure et donc ça donne des variations d'intensité. Et c'est ça l'origine de certains spectrographes. Par exemple, il y avait Fawcett, il y avait Féroce aussi qui donnait un peu cet effet-là. Et surtout aussi à La Palma, il y avait un spectrographe qui était vraiment très ennuyé par ces problèmes-là. Donc quand on fait un flat field, on voit un certain bruit que ce sont des bruits modaux. Et quand on bouge un peu la fibre, ces bruits-là, ils changent de forme. Donc la solution, c'est de faire vibrer la fibre pendant l'observation. Voilà. Maintenant, la façon de le faire, et nous, pour HARPS, parce que HARPS, maintenant, il est éclairé pour la calibration en longueur d'onde par ce qu'on appelle un laser frequency comb. C'est-à-dire, c'est un peigne qui a des milliers de pics qui sont très stables parce qu'ils sont générés par un horloge atomique, etc. Voilà, donc c'est vraiment stable, mais ce sont des lasers individuels. Et quand on n'a pas un vibrateur, ou comment ça s'appelle, un scrambler, voilà, et la précision diminue énormément. Parce qu'il y a les mouvements de la fibre par température, parce que vous voulez. Donc, d'abord, ce qu'on a essayé à l'ESO, ce que j'ai mis, on avait une fibre comme ça, attachée par 2 points. Et là, j'ai mis, pour la faire vibrer, un petit moteur et ils ont déjà une masse qui est excentrique. Donc, quand ils... voilà. Et là, la fibre, elle bouge de tous les côtés, mais le scrambling, elle est vraiment parfait. Le problème, c'est que dans un observatoire comme celui de la CIA, il laisse marcher le moteur pendant des heures et après, ça finit par brûler. Donc, on a mis toute une... Et là, ils sont déjà épuisés. Et là, on a changé de méthode. C'est-à-dire que maintenant, on a un système qui a été fait ici. C'est un disque qui flotte sur 3 ressorts. Voilà. Et par-dessous, il y a un moteur avec une masse excentrique. Et cette masse excentrique est excentrique dans 2 axes, de telle façon que ça vibre latéralement et aussi en bas. Voilà, c'est ça. Et ici, c'est la fibre qui fait vibrer, et donc voilà le reste. Et ici, on voit, par exemple, quand des vibrateurs sont off, vous voyez ici cette distribution, et quand il est allumé, et ces points-là, c'est toujours les mêmes. Hein? C'est l'interférence par la fenêtre du CCD. Mais vous voyez que ça adoucit énormément la réponse et qui est constante. Voilà, c'est ça la façon comme nous on fait. Il suffit de brouiller qu'une partie de la fibre. Là, il n'y a qu'un petit bout de la fibre. Voilà, c'est ça. Mais il faut que la fibre soit assez épaisse. Celle-ci, cette fibre, c'est une fibre en plastique de 1 mm de diamètre. 1 mm. Pourquoi? Parce que le nombre de modes qui sont transmis par la fibre croît exponentiellement avec le diamètre. Voilà. Donc, plus la fibre est épaisse, plus il y a des modes qui sont faciles à brouiller. Voilà. C'est ça le principe.
J'ai réussi à. Dans une fibre, j'ai utilisé il y a une astuce, hein, c'est un ventilateur d'ordinateur. Oui. Carré, hein. On enroule la fibre Oui. autour, on met une petite masse sur un des bouts du ventilateur. Oui, Et bien sûr. Ça marche super bien en fait. Super bien, oui. Oui, voilà. Oui. J'ai essayé de mettre ça au boulot et ça marche. On met 2 ou 3 tours. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça marche. Donc Et ça marche. à 3 millions d'euros et un ventilateur à 2 euros. Oui. Non, mais c'est ça. Oui, le portable marche vraiment bien, mais sauf que... Oui. Voilà, il y a plusieurs. Non, en La Palma, c'était assez intéressant parce qu'ils ont mis, ils ont fait un Lego, une espèce de piston de locomotive. Voilà, donc c'est quelque chose qui tournait, et, voilà, un levier, et là, ça bougeait la fibre comme ça. Voilà. Il y a le problème de la fréquence. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant, oui, parce que, à fin de compte, c'est une question du temps d'exposition. Voilà. Comme Harps, des fois, il observe pas des objets, mais pour la calibration, etc., quelques secondes ou même une seconde, il faut au moins 10 fois la période, voilà, l'inverse de la... etc. Donc, nous, on se met au moins à 10 Hertz. 10 Hertz. Donc, mais c'est pas trop difficile, 10 Hertz, c'est bon. Maintenant, pour Espresso, il y a une autre façon de le faire. Ça, c'est que la fibre, il y a une fibre qui est mise sur 2 moitiés de cylindre, et par effet de piézoélectrique, il s'essaye de la bouger comme ça. Et ça marche aussi. Mais, exactement, mais, voilà. Oui. OK. Dans la fibre plastique, il n'y a pas trop d'atténuation? Si, et il y a une atténuation assez importante, mais c'est le laser frequency comb, c'est pour la calibration, c'est pas pour l'observation de l'objet. Non, ça c'est clair. C'est juste la calibration, et c'est un laser qui donne vraiment la puissance. Donc nous, par chance, on n'a pas besoin de... Voilà, c'est ça. Et à partir de quelle résolution, je dirais, le fait de scrambler? Voilà, j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Ça, c'est à partir de au moins 80 000. Oui, 50 000, oui. Mais Harps, c'est 80 000. Et Espresso, ça va arriver en principe 180 000. Donc là, il faut vraiment avoir les choses les plus... Ça veut dire qu'on peut négliger ça, quoi. Exactement. Mais voilà, justement, voilà. Alors, allons-y, on va voir. Voilà. On commence la discussion. Voilà. Honnêtement, c'est vrai que sur une échelle, j'ai vu quand même ce phénomène-là. Donc une résolution de 12 000, quoi, enfin 15 000. Enfin, j'ai vu ça. Et tu as pu mesurer entre le fait de scrambler ou pas la fibre, ce que ça apportait en plus? Tu peux faire le test facilement. Tu prends la fibre à la main et tu fais le fil, tu secoues et tu compares. Oui. Mais est-ce que tu vois, c'est le bruit modal. C'est le bruit modal. C'est le bruit modal, absolument. C'est pas parce que l'autre... C'est pas nécessairement... Exactement, voilà. Le bruit modal, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, ce que je parle, c'est le problème de guidage, le problème de la position de l'étoile par rapport à la fibre. C'est ça ce qui nous gêne. Parce qu'encore une fois, c'est une modification sur la PSF. Voilà, c'est pas... Là, tout à fait d'accord. Mais lui, il parle de ça, et à ce moment-là, oui, il faut qu'il soit à partir d'une résolution assez élevée. D'accord, merci. Voilà. Faites attention au bruit modal, c'est un bruit sournois. Oui. Mais tu as complètement raison. Alors ça améliore quoi? Ça améliore la qualité du flat film, c'est ça? Si, c'est ça. Parce que justement, il y avait Thibault, pardon. Thibault c'est en espagnol, c'est pour ça que... oui. Que lui, il a un problème un peu similaire. Et s'il y a ces bruits-là, c'est vraiment mauvais parce qu'on ne peut pas avoir une bonne calibration de spectre. Surtout ça donne des voilà, c'est ça, c'est du bruit de fond là qui est, voilà, exactement, oui, ok, voilà. Bon, voilà, donc voilà, ça y est, merci. Ça c'est la première. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause, non? Si, ça y est.